Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un essai qu'on a mis en place au Champ, dans le Morvan, donc tout près d'ici, qui est relatif à la gestion des émissions de gaz à effet de serre par les sols. C'est un essai qui a été mis en place dans le cadre d'un projet de recherche Isit Industrie, le projet NataGES, dont on voit là sur le diaporama les différents partenaires. C'est un projet qui était très intéressant, qui se termine. Et il était très intéressant pour différentes raisons, mais en l'occurrence, il m'a permis de travailler avec des jeunes scientifiques, Henri et Camille, dont c'est eux les maîtres d'œuvre du travail que je vais présenter. Donc, comme on l'a vu ce matin, les sols interviennent dans de nombreux services écosystémiques. Et parmi ces services écosystémiques, ici, on va faire un zoom sur le rôle des sols dans la régulation du climat, sachant que les sols peuvent intervenir à la fois comme source ou comme puits de gaz à effet de serre par différents mécanismes. Et donc, si on se penche sur ces différents gaz que sont donc le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane CH4, le protoxyde d'azote N2O, en fait, on s'aperçoit que les sols vont avoir des contributions différentes vis-à-vis des émissions de ces gaz. Donc, pour le méthane, dans les sols cultivés, donc c'est différent des tourbières, on va se trouver plutôt en situation de puits de ce gaz, parce que les sols cultivés sont plutôt exondés, donc ça va être l'activité méthanotrophe qui va être supérieure à l'activité méthanogène. Pour l'oxyde nitreux, le N2O, on va se trouver donc dans les sols cultivés plutôt dans des situations sources, puisque pour ce gaz, les mécanismes de production que sont la dénitrification et la nitrification vont être supérieurs aux mécanismes de consommation de ce gaz. Et il faut savoir que donc les sols cultivés sont la principale source de ce gaz au niveau mondial. Pour le dioxyde de carbone, on va être dans une situation plutôt de pseudo-équilibre, avec d'une part donc, la respiration des sols qui va conduire à des émissions de CO2 et d'autre part la photosynthèse réalisée par les plantes qui va recapter du CO2. Et le CO2 donc, qui va être capté par photosynthèse ensuite va pour partie être réintégré dans le sol sous forme de matière organique. Et de ce fait, les sols sont un réservoir important de carbone. Et par rapport à la thématique de gestion des émissions de gaz à effet de serre, l'initiative 4 pour 1000 a pour but d'augmenter donc les stocks de carbone dans le sol pour essayer de diminuer les concentrations atmosphériques de ce gaz. Alors, nous, on va plutôt s'intéresser au gaz N2O, dont les sols sont la principale source. Et l'agriculture est donc concernée par ces gaz et doit trouver des solutions pour essayer de limiter les émissions de ce gaz à effet de serre. Alors, parmi les différents leviers qui sont proposés pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre par les sols, on trouve le chaulage. Donc, le chaulage consiste à apporter au sol acide des amendements basiques pour faire remonter leur pH. En France, le principal amendement basique utilisé pour choler les sols, c'est donc le carbonate de calcium. Et la littérature scientifique présente en effet différents travaux qui ont montré qu'on obtenait une atténuation des émissions de N2O par les sols grâce au chaulage des sols acides. Alors, le mécanisme qui est derrière l'abattement des émissions de N2O obtenues dans certaines situations par le chaulage concerne donc le fonctionnement d'une enzyme, l'enzyme la N2O réductase, qui est représentée ici. C'est une enzyme avec une structure très complexe et qui permet de réduire le gaz N2O en N2. Et c'est le seul mécanisme terrestre connu permettant d'éliminer ce gaz à effet de serre. Alors, l'enzyme N2O réductase, avec sa structure très complexe, on montre que son activité est très dépendante des conditions de pH du sol. Et cette enzyme est fonctionnelle en fait quand le pH des sols est supérieur à 6,8. Et c'est de là que vient l'idée que le chaulage des sols peut permettre de diminuer les émissions de N2O en permettant sa destruction vers la forme N2. Alors après, du coup, quand on s'intéresse au pH des sols, en France, la proportion de sols
acide est très importante. Hein. Sur cette carte, ce sont les sols, les points qui sont jaunes, orange et rouges, qui sont des sols acides. Donc un gros potentiel sur l'utilisation du cholage pour diminuer les émissions de N2O. Donc ça, c'est un premier élément positif vis-à-vis de l'utilisation du cholage pour réduire les émissions de N2O. Mais face à ces éléments positifs, on va trouver des éléments négatifs que je vais présenter. Donc, en l'occurrence, quand on apporte du CaCO3 dans le sol, donc l'amendement basique, celui-ci va être dissous et va conduire à des émissions de CO2. Donc, et actuellement, l'IPCC, hein, le GIEC, considère que l'intégralité du CaCO3 qui est apporté dans les sols, donc sa partie carbone, va être transformée en CO2. Donc la question qui se pose, c'est quel est l'équilibre entre la diminution des émissions de N2O que l'on peut obtenir par le cholage et l'augmentation des émissions de CO2 qui vont être induites par l'apport du carbone des carbonates. Alors c'est dans ce contexte hein, qu'on a mis en place donc un essai au champ. Alors on s'est mis dans le Morvan parce que bon, comme vous le savez tous ici, les sols sont développés sur substrat granitique dans le Morvan et donc présentent des pH acides. Et l'objectif de notre travail est donc de mesurer à la fois les émissions de N2O et les émissions de CO2 par ce sol acide recevant des produits cholants sous la forme de carbonate de calcium. Alors voilà à quoi ressemble notre essai expérimental. Donc c'est une parcelle, on est chez un agriculteur donc, qui est là en l'occurrence et que je remercie donc de nous accueillir pour l'essai. Sur une parcelle donc, de 2000 m², on a mis en place un essai en bloc hein, avec 3 blocs qui nous permettent d'accueillir chacun une sous-parcelle des 3 modalités que nous avons mis en place. Donc un sol témoin qui ne reçoit pas de produits cholants, des parcelles qui reçoivent donc un carbonate de calcium d'origine marine et des parcelles, celles en violet, qui reçoivent du carbonate de calcium synthétique. Donc on est sur un sol sablo-argilo-limoneux avec une capacité de rétention en eau de 0,23, une teneur en carbone qui est assez élevée pour un sol cultivé, donc de 2,5% et un pH initial de 5,6. Et on a vérifié au laboratoire que ce sol a une faible capacité à réduire N2O. Donc toute la petite équipe qui a été mise en place pour travailler dans le projet NataGES s'est donc mobilisée là, depuis 2 ans pour aller faire les mesures sur le terrain. Et on a même eu la contribution de qui est venu nous aider pour installer des câbles permettant de faire des mesures de suivi d'humidité du sol. Alors j'ai ici une petite vidéo voilà, pour montrer que bon, à l'installation des produits cholants, en fait, voilà, les produits cholants ont été incorporés au sol. Et puis ici, les images nous montrent la mesure des émissions de gaz sur la parcelle. Donc on installe dans le sol, dont là on ne voit pas très bien, mais des enceintes qu'on laisse en permanence et sur lesquelles, au moment des mesures, on vient placer un couvercle. On prélève donc des échantillons de sol avec différents points au cours du temps qui nous permettent d'établir des cinétiques. Donc, une fois qu'on a prélevé les échantillons de gaz, on les ramène au laboratoire et ils sont analysés par chromatographie en phase gazeuse. Alors maintenant, je suis arrivée au résultat qu'on obtient. Donc, concernant le pH du sol, donc ici en jaune, donc, le pH des parcelles témoins, donc le sol qui est resté acide depuis le début de l'expérimentation avec des variations temporelles, mais ça c'est tout à fait normal. Et puis en bleu et violet, donc le pH des sols qui ont reçu les produits cholants. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une réponse très rapide et durable sur le pH du sol en réponse à l'apport des produits cholants. Alors ici, le résultat des rendements des cultures qui ont été conduites au cours de l'essai.
Donc ce qu'on voit, hein, je ne vais pas tout détailler, mais c'est que les rendements, alors la première année on avait une culture en seigle et la deuxième année une culture en triticale. Les rendements n'ont pas été affectés ni dans un sens ni dans l'autre par l'apport des produits Choland. Donc en ce qui concerne maintenant les émissions du gaz à effet de serre, hein, N2O, donc on a ici la courbe obtenue sur le sol témoin. Alors, ce qu'on peut voir, donc ça, bon, vous n'êtes pas familier avec ce type de données, mais c'est que les flux qu'on a mesurés sur cette parcelle sont très faibles par rapport à ce qu'on observe en général dans d'autres sols cultivés. Donc là, ils sont très faibles parce que, en fait, on est sur un sol plutôt sableux, très drainant, et en fait, on se trouve rarement en conditions de production de N2O. Alors, dans ce contexte d'émissions assez faibles, en fait, les flux ont été très peu affectés par l'apport des produits Choland et on n'a pas eu la diminution attendue. Néanmoins, on a suivi aussi l'activité de l'enzyme N2O réductase qui permet la réduction du N2O en N2 et on a bien vu qu'il y avait eu une modification du comportement de cette enzyme par l'apport des produits Choland. Donc maintenant, je vais vous parler des émissions de CO2 qu'on a suivies donc, sur cette parcelle. Donc ici, les résultats des émissions de CO2 sur la parcelle témoin, avec des fluctuations. Donc du coup, c'est très proche des résultats. Alors là, je ne vois pas Clément, mais que Clément a présenté, hein, où on a le contrôle de l'intensité des émissions de CO2 qui est très lié aux variations de température sur la parcelle. Hein, avec une courbe de réponse. Donc moi, je n'ai pas fait les Q10, mais je pense qu'on trouverait des résultats assez similaires, bien qu'on soit sur sol cultivé. Et là où on a eu un résultat en fait, qui est très étonnant, c'est que contrairement à ce qu'on attendait, on a eu une diminution des émissions de CO2 sur les parcelles qui ont reçu les produits Choland. Et une diminution qui est systématique sur tous les points de mesure, quelle que soit la saison, etc. Une diminution donc des émissions de CO2 après l'apport de produits Choland. Alors ici, sur ce graphique, on a fait le bilan des émissions de gaz qui prennent en compte à la fois celles sous forme N2O et celles sous forme CO2, en prenant en compte le pouvoir radiatif des gaz. Donc dans notre essai, comme je vous le disais, les émissions de N2O ont eu un poids très faible par rapport aux émissions de CO2. Et l'atténuation que l'on obtient par l'apport des produits Choland est très importante. On a une diminution donc, du tiers en fait, des émissions de CO2. Alors, quand on traduit ça en quantité d'émissions de CO2 qui ont été évitées par l'apport des produits Choland, on arrive sur un chiffre très très important de l'ordre de 8 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Et ça correspond en gros à la circulation de 3 voitures pendant un an. Et donc, pour conclure, hein, on a observé donc un effet rapide et durable des produits Choland sur le pH des sols. On a observé un effet sur la fonctionnalité de l'enzyme N2O réductase, mais qui ne s'est pas traduite en termes d'émissions de N2O, qui dans cette situation compte peu sur le bilan gaz à effet de serre de la parcelle. On a observé donc de façon inattendue un effet très marqué des produits Choland sur les émissions de CO2 dans le sens d'un abattement des émissions. Et donc les questions hein, qui se posent maintenant, c'est quelle est la généricité de ce résultat, quoi? Est-il spécifique à cette parcelle ou peut-on l'observer dans d'autres situations? Je pense qu'il y a aussi une question à se poser sur la durée de l'action. Est-ce qu'on a eu une réponse comme ça sur 2 ans? Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce que ce carbone qui n'a pas été minéralisé, finalement, va se minéraliser plus tard? Voilà, comment les choses vont évoluer? Alors ça, on va continuer on reste l'année prochaine sur l'essai, on va continuer à suivre ces flux. Et puis, l'autre question, c'est quels sont les mécanismes qui sont sous-jacents à cet évitement d'émissions sur la parcelle Cholet. Donc moi, mon hypothèse actuellement, c'est que le calcium qu'on apporte avec les carbonates de calcium stabiliserait la matière organique et du coup bloquerait sa minéralisation. Et voilà, j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention.
question tout là-haut. Je me demandais juste si la production de chaux était elle-même émettrice de CO2. Est-ce que ça compensait pas un peu l'effet positif? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Donc, les bilans, ils sont faits, hein. Les ACV des produits Cholan, ils ont été faits par différents organismes. Alors, il y a des comportements... les bilans sont très différents si on parle de chaux vive ou si on parle de carbonate de calcium. Hein, par la chaux vive, donc actuellement, il y a des étapes de décarbonation qui sont très coûteuses en énergie. Et donc là, le bilan est effectivement affecté par cette production. Sur les carbonates de calcium, alors je n'ai pas le détail entre les carbonates de calcium marins et les carbonates de calcium issus de carrières, mais le bilan est meilleur. Et globalement, en fonction aussi du niveau d'écholage, si on est sur des écholages d'entretien ou sur des écholages très très importants, le bilan va être différent, mais globalement, il est positif pour les carbonates de calcium. Hein, c'est un peu plus discutable pour la chaux. Et c'est des calculs qui ont été faits en considérant que le carbone des carbonates de calcium partait sous forme CO2 en totalité. Hein, donc peut-être que ces bilans vont évoluer. Voilà quoi, si on arrive aussi à augmenter les connaissances sur le devenir de ces carbonates dans les sols. Il y a une deuxième question là-bas. Alors j'ai toujours entendu dire depuis longtemps que quand on chôle à une terre, elle enrichit le père et elle ruine le fils. Ah. Donc que pouvez-vous dire à ce propos? Je pense que la question, ça veut dire qu'à plus long terme, le sol, il est dégradé. Il y a peut-être une question de fertilité qui va peut-être libérer rapidement les éléments qui sont fertiles pour les plantes, et que du coup, ces éléments risquent de manquer à long terme. Je suppose qu'il en est ainsi, mais peut-être avez-vous des précisions à donner. Alors là, j'ai pas d'éléments concrets pour dire ça. Je ne sais pas justement si les professions de l'agriculture ils veulent s'exprimer sur la pratique de chaulage. En fait, moi, ce que j'ai déjà entendu de négatif par rapport à la pratique de chaulage, c'est que dans certains cas, il pourrait y avoir du développement de maladies, notamment sur la pomme de terre, sur blé, du piétin échaudage. J'ai voulu creuser un peu la question, je n'ai pas réussi à trouver d'éléments sur les surfaces de sol qui pouvaient être concernées par l'apparition de ces maladies suite à la pratique de chaulage. Hein. Maintenant, c'est une pratique, le chaulage, on ne chaule pas tous les ans quand on est agriculteur. On introduit ça dans ces systèmes de culture avec des apports de produits chaulants qui se font répartis dans le temps. En fonction de la Mais culture. bon, après, oui, je pense qu'il y a des points de vue contradictoires par rapport à l'utilisation du chaulage en agriculture et son rôle sur la production agricole. Il y a encore une question là-haut. Ah bah, il y a deux questions. J'en avais une. Ça sort peut-être un peu du cadre de votre étude, enfin je ne sais pas. Par rapport aux émissions de protoxyde d'azote, est-ce qu'il y a par rapport à la fertilisation organique et la fertilisation minérale en azote, est-ce qu'il y a quelle est celle qui émet le plus de protoxyde d'azote? Alors, les émissions de N2O par les sols, ça répond à des mécanismes de régulation très très complexes. Hein. Néanmoins, pour répondre à votre question, alors la dernière méta-analyse qui a été faite au niveau international par le GIEC a conduit à estimer que les émissions de N2O, globalement, hein, au niveau planétaire, étaient plus importantes en fertilisation minérale qu'en fertilisation organique. Et donc actuellement, tous les inventaires sont faits avec les mêmes coefficients d'émission, mais dans le futur, ça va certainement changer. D'accord, merci. On a le temps d'une dernière question au-dessus. Tout au-dessus, là-haut. Bah, c'est plus un témoignage. Moi, je suis maraîcher sur un sol qui est génétiquement acide et je chaule mon sol régulièrement également. Mais c'est aussi parce qu'il me semble que dans le rôle du carbone de calcium, le CO3 peut limiter l'acidification des sols également. J'ai un sol qui est riche en oxyde de fer.
peut y avoir des libérations d'aluminium et le CO3 bloque la création d'aluminium ou la création d'oxyde de fer. Donc il a ce rôle-là aussi, quoi. Et une des questions que j'avais, c'était aussi l'époque de chaulage. Est-ce que l'époque de chaulage peut aussi avoir un rôle sur la libération qu'on supposait du CO2 derrière? Alors, pour l'instant, hein, je vais me baser sur l'expérience que j'ai. Au début de l'exposé, j'avais présenté des courbes d'abattement d'émissions de N2O. Alors, celle que j'avais obtenue, moi, c'était avec de la chaux, hein, CaO. Donc, bon, là, apparemment, déjà, enfin, les effets sur l'enzyme N2O réductase, à mon avis, ne dépendent pas de la forme, la forme des produits chaulants apportés. C'est vraiment le fait d'atteindre un pH supérieur à 6,8 qui va permettre à l'enzyme d'être fonctionnelle. Après, pour l'effet sur les... Là, ce qu'on vient de voir sur les émissions de CO2, franchement, on n'a pas de recul. Hein, c'est vraiment des résultats qui sont nouveaux. Moi, je pense que c'est le calcium. Donc, si on va, je pense qu'avec du CaO, on pourrait peut-être avoir le même résultat. Mais il faut vraiment qu'on aille tester cette question-là. J'en ai une toute dernière. Est-ce que tu aurais préféré un taux de matière organique plus faible sur ta parcelle? Est-ce que ça aurait changé tes résultats? Parce que tu parles d'un taux de matière organique qui est assez fort, un peu surprenant même. Et est-ce que ça aurait changé est-ce que ça aurait amplifié tes résultats ou pas? C'est possible, c'est possible. Je pense que vraiment c'est important qu'on aille... Enfin, vu j'ai ce discours-là parce que vraiment les quantités de CO2 qui sont évitées ici sont vraiment très très importantes. Donc je pense que vraiment aller voir ce qui se passe dans d'autres terrains, ça va être c'est important. Donc à moins qu'il y ait une toute dernière question, mais on a atteint le temps qui nous a été donné. En tout cas, merci Catherine pour ton exposé.